Vendre un bien immobilier en Israël, quand on n'est pas résident, ça peut avoir des conséquences financières énormes. Mais ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que derrière cette opération, il y a une opportunité fiscale. Mais alors, une opportunité majeure. Aujourd'hui, on va décortiquer tout ça pour y voir plus clair. Alors la question, elle est directe et l'enjeu, il est tout autant. Est-ce qu'on peut vraiment économiser des centaines de milliers de shekels d'impôts? Eh bien, la réponse, c'est un grand oui. C'est tout à fait possible. Et on va voir exactement comment. Alors le mot à retenir, c'est celui-là, mas shevar. En gros, c'est l'impôt sur la plus-value immobilière en Israël. On achète, on vend plus cher, le profit, il est taxé. Et pour les non-résidents, ça peut vite chiffrer. Mais c'est justement cet impôt-là qu'on peut, sous certaines conditions, éviter complètement. Voici le programme. On va d'abord voir cette fameuse opportunité fiscale, puis la règle du bien unique, très importante, ensuite le gros du problème, la preuve. On parlera aussi du cas spécial de l'héritage, d'une stratégie concrète qui a fait économiser 500 000 shekels, et on terminera par LA chose à retenir. Allez, c'est parti. Première étape, donc, cette fameuse opportunité fiscale, la règle d'exonération. Ok, on plonge dans le vif du sujet. Et la bonne nouvelle, c'est que la loi israélienne elle-même ouvre la porte. Ce n'est pas un truc ou une faille. Non, non, c'est écrit noir sur blanc dans l'article 49A, l'exonération totale de l'impôt sur la plus-value qui s'applique aux résidents israéliens pour leur unique appartement, eh bien, elle est aussi étendue aux non-résidents. C'est la base de tout. Bon, évidemment, ce serait trop beau si c'était aussi simple. Cette opportunité, elle est soumise à des conditions bien précises. Voyons ensemble ce qu'il faut absolument respecter. Alors voilà les 3 commandements, si on peut dire. Premièrement, l'appartement que l'on vend, ça doit être le seul en Israël. Logique. Deuxièmement, il faut le posséder depuis au moins 18 mois. Ça, c'est assez facile à vérifier. Mais le 3e point, c'est là que tout se joue. Il faut pouvoir prouver qu'on ne possède aucune autre résidence dans son pays d'origine. Et prouver qu'on n'a pas quelque chose, c'est toujours le plus compliqué. Et on pourrait se demander pourquoi c'est si strict. En fait, il faut comprendre l'esprit de la loi. L'idée du législateur israélien, c'était de traiter un non-résident qui a un vrai lien avec le pays un peu comme un résident. Cet appartement unique en Israël est vu comme son équivalent de résidence principale. Ce n'est pas un cadeau pour les investisseurs purement spéculatifs. Et on arrive au cœur du problème pour énormément de monde, le problème de la preuve. On pourrait appeler ça le mur bureaucratique. Alors attention, parce que l'administration fiscale israélienne, elle fonctionne un peu à l'envers sur ce coup-là. Elle part du principe que vous êtes coupable, que vous êtes propriétaire à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la présomption de propriété. Et donc ce n'est pas à eux de prouver que vous avez une maison ailleurs, c'est à vous de prouver que vous n'en avez pas. Et voilà le clash des cultures administratives. D'un côté, Israël demande un papier officiel, un certificat du fisc de votre pays qui dit « cette personne ne possède aucun bien résidentiel chez nous ». Sauf que, de l'autre côté, que ce soit en France, aux États-Unis, au Canada, ce document n'existe tout simplement pas, les impôts ne suivent pas la propriété immobilière comme ça, on se retrouve donc dans une impasse totale. Heureusement, il y a une sortie de secours. L'administration fiscale israélienne a bien vu le problème et a publié une circulaire, la numéro 5/2013, qui est une véritable bouée de sauvetage. Elle explique comment on peut prouver sa situation par d'autres moyens. Concrètement, qu'est-ce qu'on peut utiliser ? Eh bien, il faut monter un dossier solide. Ça passe par un contrat de location valide, des preuves que l'on paye bien son loyer tous les mois et surtout une déclaration sur l'honneur très détaillée signée devant un notaire ou un avocat. Et un détail crucial, tous les documents qui ne sont pas en hébreu doivent être accompagnés d'une traduction notariée. C'est non négociable. Maintenant, on aborde un cas encore un peu plus technique, mais très courant, l'héritage. Qu'est-ce qui se passe quand on vend un bien qu'on a reçu en héritage ? Là, les règles changent et tout dépend de la situation de la personne décédée. Ce tableau résume bien les 2 cas de figure. Premier cas, on hérite un résident israélien qui avait plusieurs appartements. Là, mauvaise nouvelle, pas d'exonération totale. On verra qu'il y a une réduction possible, mais pas la totale. Deuxième cas, beaucoup plus intéressant, on hérite d'un non-résident. Si cette personne, de son vivant, avait droit à l'exonération, alors l'héritier peut récupérer ce droit. C'est comme si on héritait du bien et de son avantage fiscal. Et ça, c'est une information en or. Et pour ceux qui ne peuvent pas avoir l'exonération totale, notamment dans le premier cas d'héritage, tout n'est pas perdu. Il y a ce qu'on appelle le calcul linéaire préférentiel. L'idée est assez simple. Le fisc coupe la période de détention en 2, avec une date charnière, le 1er janvier 2014. Toute la plus-value qui a été générée
Avant cette date est 100% exonérée d'impôts. Seule la plus-value générée après est taxée à 25%. Pour un bien détenu depuis, disons, les années 90, ça change absolument tout. Bon, tout ça, ça peut paraître un peu abstrait. Alors pour que ce soit bien clair, on va regarder un cas pratique, une histoire vraie. L'histoire d'une stratégie à 500 000 shekels. Voilà, 500 000 shekels. C'est la somme qui était en jeu. C'est le montant de l'impôt qu'un client a failli payer et qu'il a finalement économisé. Alors, quelle était la situation? Un client qui quittait Israël pour s'installer aux États-Unis. Son plan, qui semblait tout à fait logique, c'était de vendre son appartement en Israël juste après avoir acheté sa nouvelle maison en Amérique. On s'installe d'abord, on vend après. Ça paraît normal, non? Eh bien, ce timing, c'était une catastrophe fiscale. Regardez la différence. Le plan A, sans conseil, il achète sa maison aux US et au moment de vendre son bien en Israël, il est donc propriétaire de 2 biens. Résultat, il ne remplit plus la condition du bien unique. Facture fiscale, 500 000 shekels. Le plan B, avec le bon conseil, on ajuste juste le calendrier pour qu'il vende son appartement israélien avant d'être juridiquement propriétaire aux États-Unis. Résultat, au moment de la vente, il n'a qu'un seul bien. Facture fiscale, 0. Une simple question de timing a tout changé. On arrive donc à la conclusion, à la leçon principale de toute cette histoire. Planifier, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Le chemin pour obtenir cette exonération, il existe, il est balisé par la loi, mais il est aussi rempli de choses-trappes administratives. Pour le parcourir sans tomber, il faut de la prévoyance et une bonne stratégie. C'est un peu comme une randonnée. Le sentier est là, mais sans carte et sans préparation, on peut vite se perdre. Obtenir cette exonération, ce n'est pas juste une question de remplir les bons formulaires au bon moment, c'est bien plus que ça. Il s'agit de construire une véritable stratégie fiscale, en amont, qui soit parfaitement adaptée à la situation personnelle de chacun. Ça demande une vision d'ensemble. Et donc, on termine avec cette question que toute personne concernée devrait se poser. Est-ce que la stratégie de vente est pensée pour maximiser le potentiel financier de l'opération ou est-ce qu'elle risque de laisser, littéralement, des centaines de milliers de shekels sur la table du fisc? La réponse, comme on l'a vu, peut tout changer.